Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour votre venue. On va démarrer, on va attendre que les autres participants arrivent, donc on va attendre à 4 minutes maximum, hein. On a effectivement pas mal de sujets à aborder avec vous et surtout échanger. Voilà. On va attendre encore. Allez, on va jusqu'à 34 maximum. Et donc, on va attendre encore jusqu'à à peu près 34, le temps de tout le monde d'arriver, hein. Merci en tout cas encore une fois pour votre présence. On va attendre encore 2 petites minutes en termes d'interaction. Donc normalement, vous pouvez accéder donc à la section de questions ou de chat, hein, si vous voulez juste évoquer quelques points. Donc on est accompagné donc, notamment donc, de Thomas et Madi qui vous présenteront, on va dire, les grands points d'annonce du Reinvent. Parfait. En tout cas, merci à tous pour être venus nous rejoindre dans ce petit point de restitution de notre analyse, en tout cas des annonces majeures de Reinvent et donc la WS pour leur roadmap 2024. Donc, on va essayer vraiment de vous donner au-delà simplement des annonces et on va dire des spécifications, mais surtout donner une analyse concrète, plus particulièrement donc sur les sujets de la data.
Et donc, pour rappel, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas re:Invent, donc re:Invent, c'est l'événement majeur, la grande messe d'AWS annuelle, qui se passe donc à Las Vegas, qui rassemble à peu près, je crois, c'est 60 000 participants cette année. Donc, on a bien passé, on va dire, la phase du Covid. C'est plus de 2000 sessions techniques ou même sur des sujets, on va dire, de stratégie, de transformation des métiers. On a eu pas mal de sujets, notamment autour de la sustainability, de l'économie circulaire et comment justement les technologies AWS peuvent intervenir dessus. Bon, et clairement beaucoup de sujets autour du GenAI et de l'AIML en règle générale. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne une très bonne perception également de l'importance, encore une fois, de la data dans tous ces sujets, dans tous ces cas d'usage d'aujourd'hui et de demain. Donc autour de moi, donc je suis accompagné donc de Thomas d'Allemagne et de Madi Fikra. Je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Oui, Madi. Merci Charles. Donc voilà, Thomas d'Allemagne. Je travaille sur les technologies AWS depuis 2016 pour le groupe Micropole. Depuis peu, j'ai pris une fonction de partenaire sur la partie conseil chez Micropole, mais je suis resté très attaché évidemment aux technologies d'Amazon. Et j'ai eu le privilège de pouvoir accompagner Charles à re:Invent cette année. Et donc, j'ai choisi évidemment un angle très data, analytics, AI, comme Charles l'a dit, pour vous présenter un peu les dernières nouveautés et surtout pour essayer de voir avec vous quel pourrait être l'impact de ces avancées technologiques sur l'exploitation que vous faites aujourd'hui des services du cloud et partant de là sur la création de valeur autour de la data. Et avec moi, Madi, qui travaille chez Amazon, fera une petite démo, notamment d'Amazon Q. Donc Madi, je te laisse te présenter. Merci Thomas et Charles pour la présentation. Donc moi c'est Madi, je suis chez AWS depuis 2019. J'occupe le poste d'architecte de solution côté partenaire. Donc je travaille beaucoup plus avec les partenaires qu'avec les clients finaux. Et j'ai comme angle on va dire de spécialité l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Donc dernièrement je m'amuse beaucoup avec les solutions AWS, donc Amazon Q, Bedrock, SageMaker Jumpstart et les autres solutions et fonctionnalités qui s'imbriquent avec. Donc, on aura l'occasion d'en parler pendant le webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et on essaiera de répondre dans la mesure du possible. Et je me permets juste de me présenter très rapidement. Donc, je suis Charles Moreau, je suis le directeur France de Cloud for Data. J'ai rejoint Micropole l'année dernière. Et Cloud for Data et Micropole, en tout cas, voilà, on est des spécialistes en tout cas de la transformation par la data et plus particulièrement en tout cas sur mon périmètre en utilisant toute la puissance d'un cloud comme AWS. Voilà. Sinon, mon histoire avec AWS a commencé en 2016. Donc, j'ai eu beaucoup de clients de différentes tailles, de différents secteurs. Et je reste persuadé en tout cas qu'AWS change beaucoup de choses, en tout cas en termes de capacité technologique, mais pas que, pour ces transformations. Et donc, juste avant de commencer la présentation, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas à les poser dans la section questions. Madi et moi, on essaie d'y répondre directement. Et si on n'arrive pas à y répondre, bah, écoutez, on va les remonter à Thomas, notre grand sachant. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est vraiment d'échanger autour de votre perception, de vos attentes. C'est vraiment ça qui est important, en tout cas, pendant cette heure d'échange. Je te laisse la main, Thomas. Oui, merci Charles. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on a du beau monde autour de la table. Hein. Charles et moi, on est des vétérans d'Amazon et puis Madi, il est très calé évidemment sur la partie data et la partie machine learning. Donc, c'est l'occasion. Hein, shooter toutes les questions que vous avez, les interrogations, on est là pour y répondre. Bien entendu, bon, re:Invent, c'est un moment particulier parce que c'est vraiment la grand-messe de la tech à l'américaine. 65 000 personnes, des milliers de sessions sur tous les sujets, des sessions d'innovation, des labos, des workshops, des ateliers où on peut participer aussi avec les architectes d'Amazon à des tests, des benchmarks de leurs solutions. Donc, c'est très intéressant. C'est un programme très chargé. On en a tiré ici un peu l'essence sur nos sujets, comme je vous le disais, avec évidemment en première ligne tout ce qui est intelligence artificielle générative. C'est pas un secret, c'est le buzz du moment, tout le monde en parle.
Microsoft avait pris un peu d'avance avec OpenAI, mais Amazon a décidé de rattraper ce retard et a annoncé Amazon Q. On en parlera pas mal parce que je trouve que l'outil est vraiment très intéressant et surtout sa facilité de mise en œuvre est, je trouve, assez impressionnante. Amazon Bedrock est depuis peu en GA, General Availability. Ça a été en preview pendant longtemps. On va en parler aussi. Ça, c'est plutôt un cadre de travail, un ensemble de services complètement managés proposés par AWS pour déployer des solutions un peu plus customisées autour du Generative AI. On va parler de DataZone. Pourquoi j'ai choisi DataZone? Parce que là aussi, c'est un produit qui arrive à maturité aujourd'hui et qui permet vraiment d'activer une gouvernance de la donnée sur AWS avec un service, encore une fois, totalement managé, parfaitement intégré, évidemment, comme AWS sait le faire, avec tout son paysage de services. Donc, plutôt pas mal. On parlera un peu producteur-consommateur de données. On va parler un peu data mesh parce que DataZone, c'est vraiment un activateur, un enabler pour ces patterns-là. Et puis, j'ai essayé de faire un petit résumé de quelques annonces assez intéressantes, je trouvais, sur les services data et analytics. Et en conclusion, on parlera surtout de la keynote de Werner Vogel. Werner Vogel, c'est ce Hollandais qui est le VP et surtout le Chief Technical Officer d'Amazon. C'est un peu celui qui a inventé AWS au départ et qui est venu avec ces notions de ressources partagées et qui ont fait les fondements du cloud finalement. Et lui nous donne aujourd'hui des conseils sur la façon d'architecturer une solution dans AWS pour être frugal. Je reviendrai un peu sur cette notion parce que je la trouve très intéressante, notamment dans le cadre du RSE. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, questions, interrogations, allez-y, vous pouvez interagir dans le chat avec les questions. Bedrock, donc Bedrock est maintenant disponible. Alors, petit bémol, j'ai encore été vérifié ce matin, en Europe, le nombre de modèles disponibles est relativement limité. Aux États-Unis, Bedrock propose déjà beaucoup plus de modèles, mais donc c'est en train d'arriver chez nous aussi. Bedrock, c'est un service complètement managé pour déployer des solutions de Generative AI à l'échelle de façon très sécurisée. Alors, je ne vais pas vous refaire un petit peu le pitch sur ce que c'est que le Generative AI. Vous savez qu'on peut obtenir avec ça de gros gains de productivité. Je pense que McKinsey a chiffré ça à 25% de gains de productivité dans le chef de certaines personnes ou de certains rôles dans l'entreprise qui sont typiquement des personnes qui vont interagir beaucoup avec des données très textuelles. Ce qui peut représenter jusqu'à 2 heures par jour de gain de productivité. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'utilise ces outils beaucoup pour résumer, extraire, comparer du texte, générer du texte. C'est très, très efficace. Donc, ça devient quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va aussi devoir s'intégrer au processus métier des entreprises. Ça veut dire que toute cette Generative AI, elle va devoir aussi interagir avec le paysage applicatif existant, en plus d'interagir avec les êtres humains. Donc, beaucoup de cas d'usage là autour, au niveau du marketing, pour la génération, par exemple, je ne sais pas moi, de description de produits, au niveau du commerce, pour la gestion des offres et des contrats, au niveau de la recherche et du développement, au niveau du helpdesk. On travaille avec certains clients, par exemple, sur la construction de knowledge base, sur tout l'historique de tickets qui peut exister dans une entreprise autour d'un service et d'un produit pour pouvoir répondre beaucoup plus facilement à une nouvelle demande ou à un nouveau problème qui serait remonté par un client. Ça, ce sont vraiment d'excellents cas d'usage du Generative AI. Petite parenthèse sur le sujet, Micropole a développé toute une approche qui est très, très orientée justement cas d'usage et métier sur le sujet du Gen AI. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions là-dessus. On peut animer des ateliers pour démystifier un peu tout ça, le pourquoi et le comment. Les gros défis aujourd'hui du Generative AI, vous le savez, c'est la précision, puisqu'on sait que certains modèles hallucinent. Donc, quand ils n'ont pas nécessairement la bonne réponse, ils sortent quelque chose et ça peut être un peu à côté de la plaque. Les biais, évidemment, qui sont liés à l'entraînement du modèle. La sécurité et le contrôle, on ne veut pas que tous les prompts, toute l'interaction qu'on ait avec un modèle soit potentiellement repartagé avec d'autres ou réutilisé pour entraîner le modèle. Ça doit rester tout à fait privé dans le cadre d'une exploitation par l'entreprise. Et puis, évidemment, le côté enrichissement. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi avec le Generative AI, c'est de pouvoir connecter ces outils à vos données d'entreprise et d'enrichir finalement les interactions à travers une technique qu'on appelle le RAG. Alors, c'est évidemment un affreux acronyme, mais ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc, en d'autres termes, on va augmenter la génération
de texte ou la réponse qui est fournie par le modèle de Generative AI, on va l'augmenter en lui injectant en plus des données qui viennent de vos documents ou de vos bases de données. Ce qui est évidemment très intéressant pour construire, comme je vous disais, par exemple, une knowledge base sur les tickets du service client. Eh bien, on va aller indexer tout l'historique de ces tickets. On appelle ça de l'embedding, c'est la technique du RAG. Et on va pouvoir à ce moment-là interagir comme on le fait avec du langage naturel, avec un outil de Generative AI classique, sauf qu'en plus de ça, on va pouvoir interroger ses propres données. Donc ça fait partie aussi des gros défis du Generative AI, tout en y appliquant la sécurité, parce qu'il ne faut pas du coup que moi j'ai accès à des données auxquelles je n'aurais pas normalement accès si je tentais d'avoir accès à ces documents, par exemple, je ne sais pas, à travers un environnement comme SharePoint ou Confluence. Donc les aspects de sécurité sont aussi très importants là-dedans, et tous ces éléments sont proposés par Bedrock. Donc à travers Bedrock, on peut choisir un modèle ou une combinaison de modèles. On peut les déployer de façon privée, ça veut dire qu'en fait, on va les recopier dans notre environnement, dans notre tenant AWS pour exploiter ces modèles. Donc, on n'interagira pas finalement avec le monde extérieur. On va interagir avec un modèle, mais de façon privée. On peut augmenter l'information que connaît ce modèle à travers la technique du RAG pour finalement exploiter ces données propres, ces données d'entreprise. Et puis, voilà, on peut aller créer des agents. Alors, les agents vont permettre vraiment de faire interagir le modèle avec des applicatifs et aussi d'orchestrer les flux d'informations entre vos documents et un modèle. Donc, un outil très intéressant, très facile à utiliser et qui finalement, évidemment, va devoir s'appuyer sur une bonne fondation de données en amont. Donc, toute la partie data et gouvernance de la donnée reste très importante, vous vous en doutez, pour passer à l'échelle sur de l'intelligence artificielle. Néanmoins, voilà un bon cadre de travail. Pensez à Bedrock comme une solution ready to build. Ce n'est pas une solution clé sur porte de Generative AI, c'est une solution pour construire votre compagnon Generative AI, votre solution Generative AI, en choisissant le bon modèle et en l'enrichissant avec vos données de façon sécurisée. Des questions sur le sujet? N'hésitez pas. Hein. Alors, petite parenthèse, vous voyez sur le slide Amazon Titan. Donc, Titan, c'est le modèle, le foundation model qui a été mis au point et qui est entraîné en continu d'ailleurs par Amazon et qui veut se poser en concurrent d'autres modèles que vous pouvez connaître potentiellement comme justement Claude d'Anthropic. Alors, je vais passer à Q. Q, c'est vraiment le sommet de la pyramide. Si vous imaginez, pensez aux étapes que vous devez entreprendre pour déployer une solution d'intelligence artificielle. Si vous êtes un data scientist hardcore, vous allez exploiter du matériel de l'infrastructure, entraîner votre propre modèle, l'enrichir et le déployer, mais évidemment, ça peut être très coûteux et laborieux. Si vous voulez une solution sur mesure, mais sans faire tout cet effort, vous pouvez utiliser Bedrock. Et si vous voulez quelque chose qui est à ce moment-là plus du ready to build, mais du ready to use, qui est immédiatement prêt, alors c'est Amazon Q. Alors Amazon Q, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'assistant de GenAI prêt à l'emploi pour, encore une fois, la génération de contenu, le résumé de documents, l'extraction de documents, la comparaison de documents, etc. Donc, c'est finalement un outil qui, en fait, derrière l'écran, va s'appuyer d'ailleurs sur un mix, un mélange de modèles. Gros avantage de Q, c'est qu'il est encore une fois très simple à enrichir avec vos données, puisque là, il y a carrément des connecteurs qui sont tout prêts, une quarantaine de connecteurs pour dire à Q, eh bien Q, merci d'aller investiguer mon SharePoint, mon environnement Confluence ou mon bucket S3 où j'ai stocké 2 ans de l'historique de contrat par exemple, pour aller indexer, embedder ces informations et me permettre d'interagir avec mes données, mes informations à travers un outil de Generative AI, donc avec du langage naturel, tout en y appliquant évidemment la sécurité qui est nécessaire. Donc c'est vraiment, là on est sur du clé sur porte, vraiment très efficace. 2 grandes catégories de cas d'usage, je dirais, avec Q. La construction d'un assistant Generative AI pour le business, ce qu'on appelle aujourd'hui les Generative AI Companion. Pensez à un assistant que vous allez déployer pour vos ressources humaines et qui va permettre d'aller interroger toutes les données que vous avez dans
vos contrats, un assistant pour, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le helpdesk, un assistant pour le marketing qui va peut-être vous aider à régénérer ou à générer du contenu avec le ton de votre entreprise, du contenu marketing ou du contenu pour des publications. Ça, c'est vraiment les compagnons de Generative AI pour le business et Q est fait pour ça. Mais Q a un autre aspect que je trouve très intéressant, c'est qu'il permet aussi de vous aider à concevoir votre environnement AWS. Et donc, Q est disponible dans la console. Et dans la console, plutôt que d'aller voir dans la documentation d'AWS, vous pouvez interroger Q, encore une fois, évidemment, en langage naturel, c'est le principe du GenAI, en lui disant, tiens, quelle est la policy que je dois mettre en œuvre pour permettre à Redshift Spectrum d'accéder à mon bucket S3. Vous allez avoir une réponse avec un exemple et un lien vers la source. Donc, vous savez que, encore une fois, ce qui est très important dans le Generative AI, c'est d'être capable de remonter à la source de l'information pour éviter les hallucinations. Voilà, donc plutôt pas mal comme outil. Il s'intègre aussi avec d'autres services Amazon. Donc, par exemple, dans Redshift, vous avez accès à Q pour vous aider à générer du SQL. Et vous pouvez créer une requête en langage naturel que Q va, dans la console de Redshift, traduire en SQL. Pareil dans QuickSight. QuickSight, vous le savez, c'est l'outil de data visualisation d'Amazon. Et bien dans QuickSight, vous pouvez interroger votre jeu de données avec du langage naturel et Q va vous proposer une visualisation et une interprétation de votre prompt pour afficher la bonne visualisation. Pareil dans Glue, de nouveau, Glue, alors c'est en preview, mais je trouve que c'est très intéressant. Vous pouvez en langage naturel décrire la façon dont vous voulez orchestrer un pipeline de données. Donc, je veux extraire de tel bucket mes données, ensuite je veux les agréger pour les pousser dans Redshift. Et Q va en fait vous proposer un job Glue préconstruit que vous pourrez évidemment derrière adapter si nécessaire. Donc, c'est plutôt pas mal, deux grandes catégories de cas d'usage. Construire des assistants GenAI orientés business. Et donc là, on voit vraiment que AWS se pose en concurrent de GPT. Ici, on est vraiment en contact frontal avec OpenAI de Microsoft, avec une solution qui, à mon sens, d'ailleurs, est plus facile à sécuriser et à enrichir avec du RAG que ne peut l'être la partie OpenAI. C'est pour ça que je trouve ça vraiment très intéressant. Mais en plus de ça, Amazon a entraîné Q sur sa propre documentation technique avec des années de recul et vous propose Q comme un assistant de conception dans tout votre environnement cloud, ce qui est aussi évidemment pour les architectes et les ingénieurs très intéressant. Et si je puis me permettre, j'ai vu également une démonstration de l'intégration d'Amazon Q dans CloudWatch et très pertinent, on va dire, pour tous les opérationnels infrastructures ou applicatifs qui ont besoin d'éplucher tous les logs, donc le CloudWatch qui est le service qui en gros agrège et met à disposition donc les données de log des différents services ou applicatifs d'ailleurs. Et donc naviguer et surtout analyser peut prendre énormément de temps. Et là, Amazon Q permet vraiment donc de prompter en langage naturel pour des personnes qui n'ont pas forcément la connaissance de la data ou du log ou quoi que ce soit, de pousser rapidement l'analyse, voire des propositions donc de patterns, notamment sur les problématiques de performance ou d'accès ou voire de sécurité. Et c'est un gain de productivité énorme. Et surtout pour des problématiques de performance, ça permet de détecter, on va dire, le problème et le résoudre assez rapidement. Et encore une fois, toujours avec une approche d'accompagnement. Amazon Q vient là pour proposer. Il est là pour décider, mais en tout cas, il apporte une vision, ou plusieurs visions d'ailleurs, sur le même type de problème. Et ça, c'est vraiment, je pense, un gros game changer pour beaucoup d'équipes opérationnelles et d'exploitation. Voilà. Alors, évidemment, petit avertissement, Amazon Q est pour l'instant disponible en preview, mais ça devrait arriver relativement rapidement en GA puisque c'était vraiment l'annonce phare de re:Invent cette année. Et je vais passer la main à Madi qui va nous faire une petite démo. Alors, par contre, il faut que je te fasse. Le commentaire. Tu veux garder le slide, il n'y a pas de souci. Ouais. Tiens, je te fais présentateur, Madi. Tu peux présenter maintenant, Madi. Est-ce que tu peux garder la présentation? Il n'y a pas de souci, parce qu'il faut juste mettre le… Oui. Alors peut-être en attendant, peut-être qu'on
Je vérifie si on a des questions. Peut-être sur Amazon Q, alors on n'a peut-être pas encore les informations là-dessus, mais sur tout ce qui est, on va dire, tarification, est-ce qu'on a eu des annonces depuis le reInvent? Alors sur Amazon Q, la tarification, bon, il y a plusieurs variables comme d'habitude, hein. Ça va être une tarification à l'usage. Ça va être aussi une tarification si on fait du RAG en fonction du volume de données indexées, si je puis dire. On parle d'embedding et de la fréquence à laquelle on va réindexer ces informations. Ça dépend aussi du modèle, puisque certains modèles acceptent des prompts plus ou moins grands. On parle de tokens. Et évidemment, plus l'input est large, plus le coût d'exploitation du modèle va être élevé. Voilà. Mais pour le moment, il est très difficile d'avoir des benchmarks là-dessus. Il faudra qu'on creuse un petit peu. Chez Micropole, on a pas mal testé l'outil, mais c'était encore en preview et donc difficile pour l'instant de se faire une vraie idée sur le coût. Ok, super. J'ai une autre question. Alors, en attendant, j'ai Stéphane Grand. N'hésitez pas à poser votre question dans le chat parce que je vois que vous avez la main levée ou dans la section questions. Et en attendant, on a une question de Hervé Lehoux. Est-ce qu'avec Q, on peut aussi regarder les logs de sécurité? Alors, les logs de sécurité qui seraient plutôt en général poussés vers Elastic pour une exploitation. Elastic qui est d'ailleurs une technologie qui s'appuie sur une vector database, hein, qui sont des technologies qui reviennent très très fort au bout du jour puisque ce sont les vecteurs database qui vont stocker les vecteurs qui sont le résultat de l'indexation des données faites par le RAG, hein, pour parler un peu technique. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. Je dirais c'est un bon cas d'usage à tester certainement. Oui, tout à fait. Donc, on peut tout à fait centraliser les logs dans S3 et du coup les donner comme source pour Amazon Q. Et du coup, voilà. On pourra également les transformer et ensuite les mettre sur S3. Mais normalement, déjà, le format de base des logs, il est largement lisible par Amazon Q. Top. J'ai une autre question concernant toujours Amazon Q. Est-ce que Amazon Q indexe les données CloudWatch en temps réel? Alors ça, c'est une excellente question. Madi, je ne sais pas si tu sais. Je n'ai pas la réponse à ça. Je la note et je réponds vers la fin du webinaire. Je la note. Je vais faire une recherche et je reviens. Je reviens vers vous. Parfait. Très bonne question. Merci Thibaut. Et Stéphane, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Hein. On va continuer avec la démo, mais on reviendra vers vous dès que possible. Thomas, si tu peux partager. Oui. Alors, moi je t'ai fait présentateur, Madi, donc tu peux prendre la main là. En fait, je te laisse quand même partager parce que je n'arrive pas à faire le partage. Ah, parce que moi ici, je n'ai que ce slide. Hein. Ah oui, attends, c'est une vidéo, pardon, autant pour moi. Alors, par contre, vous voyez tout mon écran ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran? Bah, sur le coup, non, car tu n'es plus le présentateur, donc je te remets présentateur. Alors, présentateur. C'est problématique voilà. du direct. C'est bon. Voilà, on est bon. Ça marche pas. Donc, je lance là. Yes, merci. Voilà, tu peux faire. Là, c'est l'interface Amazon Q. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est simple d'utilisation et intuitive. Donc là, on montre que vous pouvez rapidement construire une application, donc un assistant en 4 étapes. Et ensuite, dès que vous faites ça, donc vous avez pas mal d'éléments que vous pouvez customiser. Donc, on va commencer par la partie source de données. Donc là, vous voyez pour ce premier assistant, donc j'ai choisi d'ajouter 2 sources. La première est une source web. Donc là, j'ai fait un web crawling sur les 2 sites web là, donc lucindecloud.com et plus largement le groupe Micropole. Donc vous voyez que l'opération a été successful, donc 800 liens scrappés. Et ensuite, j'ai attaché à ça 2 autres documents en mode PDF. Donc on voit que donc tout a réussi. Si on revient vers cette partie-là, data source, donc vous voyez qu'on a pas mal de possibilités, comme l'a mentionné Thomas.
Donc, on peut faire du web crawling comme je l'ai fait. On peut attacher des documents S3 comme je l'ai dit, par exemple pour les logs. Donc, il y a pas mal d'outils, on va dire, third party. Donc, Confluence, vous avez également Google Drive. Vous pouvez connecter votre messagerie Gmail. Donc, vous avez Quip, SharePoint, Slack. Donc, c'est vraiment puissant. Et vous pouvez également, si vous ne trouvez pas votre connecteur, créer, si vous suivez les prérequis, un connecteur, on va dire custom, personnalisé. Ensuite, vous avez la possibilité de personnaliser l'interface web. Donc, comme l'a dit Thomas, c'est vraiment du ready to use, contrairement à Bedrock, donc ready to build. Donc là, même l'interface, elle est fournie. Donc, vous n'avez pas à la coder. Il suffit de la customiser. Vous pouvez également l'intégrer dans un autre site web ou dans un autre environnement. Donc là, j'ai créé mon application et je vais accéder à cette application-là via un lien directement. Donc, c'est ce que je vais faire. Thomas, si tu peux juste avancer dans la vidéo. Oui, tout à fait. Un peu vers les 3/4. Ah oui, 3/4. ici, pardon, on est reparti en arrière. Oui. 3/4, ouais. Pas de souci. Voilà, donc c'est en ce moment-là. Et donc, vous voyez que là, je pose une question. Donc, je dis, est-ce que vous pouvez résumer, on va dire, la valeur ou l'offre du groupe Micropole, donc plus précisément Lucene de Cloud, chez AWS spécifiquement. Et on voit qu'on nous fournit ici une réponse qui contient les mots-clés, donc data, machine learning et ainsi de suite. Et on a bien évidemment, pour éviter les hallucinations et pour qu'on soit dans un souci, on va dire, de transparence, on a les liens. Donc là, ici, on a utilisé, pour avoir cette réponse, un fichier PDF qui contient le descriptif de l'offre de Micropole. Et on a également 2 liens web qui sont le lien du groupe Micropole et un autre sur Lucene de Cloud. Donc là, on voit toutes les sources. Donc tout est transparent. L'accès est sécurisé. Vous avez également l'historique de toutes les, comme vous voyez à gauche, l'historique de toutes les questions que j'ai posées à cette application-là. Vous pouvez également choisir de les supprimer, mais vous avez la possibilité d'avoir l'historique. Donc voilà ce que je vous ai proposé comme démonstration. Vous voyez que c'est simple, très simple d'utilisation. Comme l'a dit Thomas, ready to use. En 15-20 minutes, vous pouvez commencer à utiliser votre application. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, l'utilisation. Vous l'avez compris, hein, c'est vraiment un environnement ici où en quelques clics, on a créé un compagnon, on l'a nourri avec des données propres et vous avez vu toute la panoplie de connecteurs. Ça, c'est vraiment très, très intéressant, tout en y appliquant de la sécurité, bien entendu. Et on a déployé la petite appli web qui permet d'interagir avec ce compagnon. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, bien entendu. Alors, oui, je passe, j'enchaîne. Hein. Un autre outil qui a retenu pas mal notre attention à reInvent, c'est DataZone. DataZone qui a aussi été longtemps en preview et qui est maintenant généralement disponible et qui se positionne comme l'outil de gouvernance des données proposé par AWS de façon tout à fait managée, enfin même serverless. Je trouve que DataZone est intéressant parce qu'il part de la notion de producteur et de consommateur de données et permet de cataloguer les données. Alors, on peut faire un data catalogue, on peut faire un glossaire métier, un business glossary, qu'on peut aussi enrichir avec la description de règles métiers. Par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'on va créer des domaines au sein de DataZone et que chaque domaine va se traduire par un portail, donc une interface complète dédiée aux producteurs et aux consommateurs de données. Donc, pensez à un domaine, ça peut être un domaine financier, marketing, ça peut être un domaine qui est une entité d'un grand groupe, par exemple, au sein duquel les gens vont collaborer. Certains vont produire de la donnée, d'autres vont la consommer. Et puis, évidemment, on peut produire et consommer à travers les différents domaines. Ça permet en pratique d'indexer tout ce qui est et de documenter tout ce qui est indexable par un Glue Data Catalog et tout ce qui se trouve dans Redshift. Sachant que le Glue Data Catalog permet lui-même d'accéder évidemment à toutes les données qui pourraient se trouver dans un environnement S3
à tout ce qui pourrait se trouver dans une DynamoDB, dans un Snowflake, dans une base de données SQL ou dans une base de données Mongo, donc c'est assez large. Tout ça peut être catalogué dans DataZone et ensuite repartagé avec des consommateurs. La notion de domaine, de portail, et puis derrière, il y a une notion de projet pour pouvoir collaborer à l'intérieur d'un domaine. C'est vraiment quelque chose qui est très orienté, encore une fois, producteur-consommateur. Et donc, pour moi, c'est une fondation intéressante pour deux grands cas d'usage qui d'ailleurs sont assez liés. La partie self-service, donc consommation de la donnée en autonomie. Vous connaissez, aujourd'hui, on va parler de data product et de la volonté de consommer ces produits, évidemment, avec les bons droits d'accès, ce qui nécessite que ces produits soient donc documentés, découvrables, mis en qualité. C'est tous les aspects de gouvernance. Et partant de là, c'est aussi un outil ou ça peut être aussi un levier intéressant pour faire du data mesh, c'est-à-dire ce pattern architectural où la gestion de la donnée est décentralisée, elle est restituée au métier avec une gouvernance fédérée qui ici est implémentée à travers l'outil DataZone. Alors, petite nouveauté là qui a été annoncée à re:Invent, Amazon utilise de l'intelligence artificielle pour suggérer des descriptions métiers sur les jeux de données, les attributs de vos jeux de données, ce qui est assez intéressant pour faire une première passe et suggérer une première définition de la description des différents attributs. Donc, un outil vraiment intéressant qui vaut la peine d'être investigué pour toutes les entreprises qui ne sont pas encore nécessairement très matures sur le sujet de la gouvernance, mais qui sont actifs sur le cloud AWS, en tout cas pour la partie data, avec une data plateforme et qui veulent mettre les mains là-dedans. Alors, j'ai peut-être quelques questions, notamment sur, effectivement, par rapport à l'intégration, on va dire, avec les services AWS existants. Comment se passe, on va dire, la mise en place, les intégrations, les do, les don'ts? Alors, c'est un outil qui est évidemment fait pour fonctionner avec et sur les services AWS existants. Donc, en fait, il va s'intégrer avec notamment Lake-Formation et le S3 Data Catalog. Et il expose une API qui permet ensuite de, par exemple, venir plugger un outil BI sur DataZone pour donner l'accès ou pas à un certain nombre d'informations. Et ça veut dire que à travers en fait Lake-Formation ou le Glue Data Catalog, il va permettre de se connecter, de cataloguer, j'entends par là, tout ce qui est indexable dans un Glue Data Catalog, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait mettre dans un Data Lake sur S3, tout ce qu'on pourrait stocker dans une DynamoDB, tout ce qu'on pourrait avoir dans un Redshift, un Snowflake, une base de données SQL, un Aurora, ou même un Oracle, ou des données du type DocumentDB ou MongoDB. Mais ça va passer à travers le Glue Data Catalog pour pouvoir le documenter dans DataZone. Okay. Et donc, il y a l'aspect documentation et l'aspect gestion des accès. Ça, c'est l'autre partie où là, effectivement, donc, Athena et Redshift vont venir s'appuyer sur DataZone si on l'a activé pour gérer les accès. Mais on peut aussi exposer une API donc, qui permet à un outil extérieur d'avoir accès ou pas à certaines informations dans un data lake ou dans Redshift. Et une question aussi sur on va dire la compétition, comment en tout cas se positionne DataZone en tant que solution en tout cas de gouvernance des données par rapport aux autres solutions du marché aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question parce que, évidemment, les pure players à la façon Collibra ou Informatica ont des solutions qui sont très complètes et qu'ils ont fait évoluer depuis plusieurs années. Par contre, sont souvent très chères. Collibra est une solution très onéreuse et assez complexe à mettre en œuvre parce qu'elle implique la définition de beaucoup de rôles différents au sein de l'organisation. Là où DataZone, pour moi, est encore relativement simple dans ses fonctionnalités. Bon, d'abord, c'est totalement intégré à AWS et c'est fait pour fonctionner avec AWS, évidemment. C'est limité dans ses fonctionnalités, mais en même temps, ils sont partis pour moi d'un principe intéressant avec les domaines de données et le principe des producteurs des consommateurs. Donc, je dirais que c'est une bonne fondation. C'est certainement pas l'outil le plus riche en fonctionnalités aujourd'hui. Par contre, comme souvent, en termes de rapport qualité-prix, c'est certainement très intéressant puisqu'on va payer en fait par utilisateur par mois, mais je pense que c'est une dizaine de dollars, donc c'est pas très cher.
On va payer à la quantité de métadonnées qui sont stockées. De nouveau, ce n'est pas gigantesque. Et quand il y a du traitement qui est fait par l'outil, on va payer le traitement, mais là aussi, c'est relativement limité. D'accord. Peut-être une dernière question sur DataZone. Qu'est-ce que met DataZone en place en termes de contrôle fin, justement, pour l'accès à la donnée, plus particulièrement dans des contextes, on va dire, de réglementation comme le RGPD? Alors, on peut évidemment identifier toutes les informations, ce qu'on appelle les PII, hein, les Personal Identifier Information, et bloquer l'accès à un niveau granulaire très fin. Donc, à travers DataZone, c'était déjà le cas à travers l'Information, mais c'est possible à travers DataZone, on peut faire vraiment du row-based et du column-based filtering. Donc, on peut filtrer sur les lignes et les colonnes en fonction du profil de consommateur et des sensibilités de la donnée. Petite parenthèse, un outil intéressant dans le cadre de la conformité sur AWS, c'est Amazon Messi, qui lui permet de scanner votre environnement S3, votre data lake, pour détecter des informations sensibles qui seraient passées en dessous du radar. Grâce à un peu de machine learning, vous pouvez aussi d'ailleurs définir vos propres patterns pour détecter de l'information sensible. C'est quelque chose, encore une fois, qui peut très bien fonctionner avec DataZone en symbiose, quoi. Ok, pour l'instant, pas d'autres questions. N'hésitez pas. En tout cas. Je profite pour répondre à la question sur CloudWatch. Comme CloudWatch lui-même ne va pas indexer tout de suite, forcément Amazon Q va être, on va dire, aligné à la fréquence d'indexation de CloudWatch, parce qu'il y a des étapes d'indexation, d'agrégation, et du coup, forcément, Amazon Q, on va dire, va subir ce décalage-là. Pour toutes les sources de données, on peut choisir, en fonction bien sûr de la fréquence de rafraîchissement de ces sources de données-là, de jouer sur la fréquence de synchronisation. Donc, on peut dire en temps réel, si cette donnée-là est disponible en temps réel, ou en mode décalé en fonction de la disponibilité de cette donnée-là. Donc là, en l'occurrence, pour CloudWatch, c'est aligné au... donc, par exemple, pour que la métrique soit disponible pour être requêtée, il faut au moins 1 minute. Voilà. Donc, on sera aligné à ça. Ok, merci. Merci beaucoup, Madi. Pas d'autres questions pour l'instant. On peut avancer. Alors, quelques annonces que nous avons relevées en ce qui concerne tout ce qui est, encore une fois, data, analytics, AI. Bon, sachant qu'il y a énormément de choses, hein, on a aussi annoncé un nouveau processeur, Graviton 4. On a annoncé SageMaker HyperPod pour faire, si vous voulez entraîner vous-même vos foundation models sur un cluster ultra performant. Donc, comme toujours, AWS continue à évoluer très fort sur la partie infrastructure avec de l'intégration verticale, puisque aujourd'hui, ils conçoivent leurs propres processeurs. Évidemment, ils ne sont pas fondeurs, donc ils ne les fabriquent pas, mais ils les conçoivent. Ils ont conçu leur propre technologie de virtualisation qui s'appelle Nitro. Et donc, il y a vraiment une intégration complète de la technologie depuis le hardware jusqu'aux couches logicielles les plus élevées, avec beaucoup d'annonces là-dessus. Ici, on s'est concentré sur les services moins liés à l'infrastructure, plus à la data. Glue, donc Glue continue à évoluer. C'est un outil qui devient, alors il y a quelques années, c'était quand même assez sommaire, hein, Glue, un peu rustique même, oserais-je dire. Aujourd'hui, c'est devenu un outil quand même assez ergonomique, avec une interface qui est soignée, qui est léchée. On peut aussi évidemment modifier le code. Et depuis peu, je ne sais pas si vous avez vu cette évolution, mais on peut définir des règles de gestion de qualité, de monitoring de qualité dans Glue avec une syntaxe qui est dédiée d'ailleurs à ces règles de qualité, ce qui est plutôt pas mal. Durant reInvent, Amazon a annoncé la création de règles dynamiques. Alors, une règle dynamique, ça veut dire qu'elle a une fenêtre dynamique, hein, donc une fenêtre de temps dynamique pour être évaluée, et une fonction statistique. Donc, on va par exemple évaluer une moyenne ou un écart type sur une fenêtre de temps pour essayer de trouver une déviation, une anomalie par rapport à cette fenêtre dynamique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau et assez intéressant. Et d'autre part, Amazon a annoncé la capacité de détecter des anomalies à travers du machine learning.
Donc ici, on va utiliser ce qu'on appelle dans Glue, c'est un concept nouveau, un analyzer. L'analyzer, lui, va regarder sur l'historique de données que vous avez à disposition et va essayer de générer ce qu'il appelle des observations sur des patterns qui seraient des patterns déviants ou des patterns non attendus, en tout cas sur vos données historiques. Et sur base donc de ces observations, Glue vous proposera de générer des règles à ce moment-là, des règles dynamiques pour pouvoir, eh bien, dans le temps, être averti quand une telle anomalie se produit ou se reproduit. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un sujet qui revient souvent sur la table quand on discute avec nos clients, c'est pourquoi aujourd'hui n'utilise-t-on pas plus les capacités d'apprentissage machine pour faire de la détection de problèmes de qualité de données, puisque on est dans quelque chose qui est relativement contraint dans les données structurées et que c'est un beau champ d'application, un beau cas d'usage. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que tente de faire Amazon à travers donc ces détections d'anomalies avec du machine learning dans Glue. Certainement quelque chose à tester. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais Q, alors c'est pas encore tout à fait disponible, ça devrait l'être bientôt, mais Q s'intègre dans Glue et vous permet, par exemple, de générer des pipelines, hein, donc des job Glue, à travers du langage naturel, quelque chose d'intéressant aussi. Dans les autres annonces, beaucoup d'intégration 0 ETL. C'est aussi une stratégie que développe AWS, c'est d'avoir des intégrations entre les différents services de stockage de traitement de données qui ne nécessitent que de la configuration et donc pas de développement, pas de pipeline, pas de job pour déplacer de la donnée d'une technologie à une autre. On avait déjà du 0 ETL entre S3 et Redshift, hein, puisqu'on pouvait déposer un fichier dans S3 et configurer S3 pour le pousser automatiquement dans Redshift en 0 ETL. Aujourd'hui, on a de l'intégration 0 ETL entre Aurora, Postgre et Redshift, RDS, MySQL et Redshift, DynamoDB et Redshift. Donc, hein, ça veut dire qu'on peut pousser de la donnée automatiquement de Dynamo vers Redshift sans avoir besoin de développer quoi que ce soit avec de la configuration et bien sûr les bonnes autorisations, les bonnes policies. Du 0 ETL de S3 vers OpenSearch, intéressant notamment pour faire de l'analyse de log avec toute la suite élastique autour et Grafana, etc. Donc, vous pouvez pousser automatiquement du log depuis S3 vers OpenSearch. Et également du 0 ETL entre Dynamo et OpenSearch. Donc, voilà, cette volonté de ne plus devoir orchestrer soi-même tous les flux de données, mais d'avoir de l'intégration 0 ETL, ça c'est une stratégie qui est développée par Amazon. Redshift, lui-même continue à évoluer pas mal. D'abord, Amazon a annoncé la capacité de faire ce qu'ils appellent du AI-driven scaling, c'est-à-dire et de l'optimisation, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser là aussi de l'inférence d'outils d'intelligence artificielle pour proactivement et automatiquement être capable de faire du scaling dans Redshift serverless pour anticiper les pics de charge et absorber de façon la plus efficace possible les pics de charge. Donc, très intéressant d'avoir là aussi l'utilisation de l'intelligence artificielle pour faire évoluer la capacité des ressources sur Redshift serverless. Voilà, comme je vous l'ai dit, plus d'intégration 0 ETL, de nouvelles fonctionnalités autour des vues matérialisées, la capacité d'interroger les formats de données modernes comme Iceberg à travers Spectrum. Donc, pas mal de belles évolutions dans Redshift qui devient aussi, je trouve, un outil assez mature avec un rapport là aussi entre le coût et les bénéfices qui est très intéressant. Deux dernières choses. Express One, donc c'est une zone, c'est une couche de stockage ou un stockage S3 limité à une zone de disponibilité. C'est pour ça que ça s'appelle One Zone. Par contre, avec une latence très très faible. C'est pour ça que ça s'appelle Express. Donc, ça peut être pas mal pour capturer de la donnée à haute fréquence avec une latence très faible dans S3. Par exemple, pour faire du quasi-temps réel dans l'entraînement d'un modèle de machine learning ou, par exemple, pour le traitement de la vidéo, c'est des cas d'usage qui peuvent être assez intéressants. Voilà, alors évidemment, on perd un peu en résilience puisqu'on est sur une seule zone de disponibilité, mais on va gagner très, très fort en latence. Donc, S3 Express One Zone, annonce intéressante. Et puis, je vous parlerai encore juste de Aurora Limitless. Aurora Limitless qui est en fait une
une possibilité pour faire du scaling d'Aurora à très grande échelle en faisant du sharding, c'est-à-dire en fait du partitionnement à travers différents clusters Aurora. Donc, c'est de l'horizontal scaling si vous voulez, mais à une taille très impressionnante, ce qui permet d'atteindre des volumes et des performances et aussi de la latence, des niveaux qui sont vraiment très intéressants. Voilà, ça, c'est si vous avez des grosses exploitations très transactionnelles avec des besoins de scalabilité et de faible latence sur Aurora aujourd'hui, c'est possible. Des questions par rapport à tout ça? Alors, j'en ai pas pour l'instant. Non, pas de questions pour l'instant. OK. Ce qui m'amène à la conclusion de ce webinaire, c'était le sujet de la keynote de Werner Vogel. C'était un peu surprenant parce qu'on a eu les annonces technologiques durant la keynote de Adam Selipsky, qui est donc le CEO d'Amazon. En général, on les attend plutôt dans la keynote de Werner Vogel. Ici, Werner Vogel s'est concentré sur un peu finalement les bases des bons principes architecturaux. Vous savez que dans Amazon, il existe le Well Architected Framework qui décline les bonnes pratiques architecturales sur 6 piliers, dont le dernier, c'est justement l'aspect sustainability, la durabilité. Aujourd'hui, il a voulu vraiment rappeler ces concepts de base en disant, écoutez, vous avez des besoins, des demandes fonctionnelles et vous avez des demandes non fonctionnelles ou des besoins non fonctionnels. Et vous allez, par exemple, toujours concevoir ou architecturer une solution en pensant sécurité, conformité. Eh bien, vous devez y incorporer dès le départ les aspects de coût et de durabilité. Très important, pendant la conception, d'aligner également vos coûts aux revenus, c'est-à-dire d'avoir à terme une courbe de revenus qui va grimper et une courbe de coûts qui va avoir tendance à se tasser, puisque c'est là forcément que vous allez augmenter le retour sur investissement. Et chose très importante, l'observabilité, donc mesurer et continuer à mesurer en permanence l'évolution de vos coûts et en parallèle évidemment l'évolution de votre empreinte carbone, hein, c'est le côté durabilité, les deux étant fortement liés bien entendu. Si on a tendance à réduire fortement les coûts, eh bien on va avoir tendance donc à réduire la consommation des services et donc l'empreinte qu'on peut avoir avec ces services. Bon, alors il a donné des astuces, essayer d'avoir des champions, ce qu'il appelle les cost champions du côté métier, qui ont les leviers aussi pour pouvoir à un moment, pourquoi pas, caper l'utilisation d'un service qui soit trop gourmand. Bon, ça veut dire aussi impliquer le métier et le monter sur ces sujets-là. Et pour terminer, il a conclu en disant que l'optimisation de cette empreinte et de ses coûts était quelque chose de permanent à faire, qui se base évidemment sur la capacité à observer. Ce qu'on ne peut pas observer, on ne peut pas le connaître, et donc ça va forcément amener à des coûts cachés. Donc voilà, les trois grands sujets, c'est design, measure et optimize, en ayant le coût et la durabilité en permanence à l'esprit. Et il s'est amusé à faire un petit site web que je vous engage à aller voir, qui s'appelle thefrugalarchitect.com, dans lequel il reprend un peu ce qu'il appelle les grandes lois de base de la bonne conception architecturale, notamment sur ces dimensions de coût et de durabilité. Voilà, c'était assez intéressant parce que, de nouveau, on voit une explosion de la consommation du cloud aujourd'hui. Beaucoup d'entreprises se posent des questions sur l'impact au niveau RSE de l'exploitation du cloud et bien sûr l'impact en termes de coûts. Je suis assez d'accord avec la conclusion de Werner Vogel. Si dès le départ on architecture bien sa solution, on peut en fait faire de grandes économies et réduire son empreinte. À l'inverse, si on conçoit mal et on ne monitore pas, eh bien on peut avoir de très mauvaises surprises. Voilà, c'est là que ça se termine notre webinaire. Mais si je peux compléter, hein, déjà le keynote de Werner Vogel sont le point, l'aspect sur le gâteau du Reinvent. Hein, généralement, c'est là où on a vraiment des très bons niveaux de vision et de projection, hein, pour nos enjeux. Et n'oublions pas, hein, qu'il y a déjà le Well Architected Framework, hein, qui met en place, on va dire, 2-3 grands principes en tout cas, d'évaluation des architectures, hein, et qui est parfaitement, en tout cas, une bonne base, hein, pour partir sur ces grands principes de Frugal Architect, hein, d'ailleurs qui a rajouté depuis un peu plus d'un an maintenant la partie sustainability, durability, hein, en tout cas qui est extrêmement important d'un principe d'efficacité, hein, comme le FinOps, hein,
on part sur le principe, en tout cas, de l'efficience. Voilà. Est-ce que je regarde s'il y a d'autres questions? Oula, il y a Madik. Ah oui, d'accord, pardon, c'est dans le chat. Oui. Merci Madi pour le partage. Donc, on vous partagera aussi le lien. Donc, everything is in synchronous, exactement. La base, on est d'accord, Hervé. Pour compléter, donc effectivement, on vous enverra un mail avec le lien de l'enregistrement et puis quelques informations supplémentaires. Et pour ceux qui souhaiteront également la présentation, je ne peux que, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas, mais suggérer d'aller également consulter le podcast d'AWS en France de Sébastien Starmark, qui a fait plusieurs épisodes là sur les grandes annonces de reInvent, avec son talent naturel pour expliquer ces sujets. Et puis n'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des projets, des enjeux, enfin des sujets sur lesquels vous souhaitez échanger déjà dans un premier temps. On serait ravis en tout cas de pouvoir vous aider dans votre journey to the cloud. Madi, Thomas, vous avez d'autres points? Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé. Parfait. En tout cas, merci à tous pour. Oui, Madi. Il n'y a pas d'autres questions, Charles? Non, il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Merci à tous en tout cas et très bonne fin de matinée alors. Merci. Comme dirait Werner, go build. Go build. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Thomas, c'est toi qui as la main pour arrêter le partage normalement. J'ai arrêté le partage, mais je ne sais pas comment je peux arrêter l'enregistrement. C'est bon, l'enregistrement il est arrêté? Oui, je pense que j'ai quitté en tout cas. Ok, c'est bon. Bon, je te rappelle Thomas derrière. Ça marche.